Bonsoir. Après avoir visionné la dramatique de Madame Bertrand, j'imagine que vous pouvez deviner facilement de quoi il va être question dans son parler pour parler. De deuil, de suicide, de deuil après un suicide, en fait. Je vous présente ses invités. Monique Séguin, Richard Boily, Martine Joyal, Madeleine Piché, Ginette Yonner et Lise Mondor. C'était un petit peu embêtant de vous présenter. Je me sentais très gênée de regarder. Bravo, Madame Bertrand. Merci, Bravo. merci. Je me trouvais très gênée parce que vous avez vécu ça. Vous avez vécu. Il y a Monique Séguin qui est à Suicide Action. C'est d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé en collaboration avec vous autres. Et Ginette aussi, qui est à Suicide Action. Et bien, toi, Lise... Moi, j'ai perdu ma fille par suicide, un pacte de suicide au mois de novembre. Au mois de le novembre. 26 novembre de l'année Il y a dernière. 4 mois, donc. Il y a 4 mois, oui. C'est ça, 4 mois aujourd'hui, jour pour jour. Ouais. Alors, c'est sûr que c'est pas facile. C'est sûr qu'on revit tous les sentiments. Je les vis encore de toute façon. Les sentiments de culpabilité, puis de refus, je pense, face à la mort, puis face au suicide. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider, puis il faut aller chercher de l'aide absolument. Parce que si on ne va pas en chercher, c'est un petit peu notre mort à nous aussi, puis c'est pas ça qu'on veut, finalement. Qu'est-ce que... Bon, je pense que ça a été... tout le monde l'a lu dans les journaux, que c'était comment elle était, ta fille, avant? Ma fille, c'était une fille qui était pleine de vie. Elle n'avait pas de signe, je pense, avant-coureur, qu'elle s'en allait vers ça. Bon, il y a eu une amitié qui s'est faite à ce moment-là, mais je pense qu'elle avait peut-être ces petits mots, je pense, comme on dit dans la dramatique, là, ces petits mal de vivre, bon, des qui est bien normal, là, à cet âge-là. Ça va jamais avec les parents, ça va jamais à l'école, ça va jamais nulle part. Je pense qu'ils veulent pas être comme nous, mais en quelque part, ils ont besoin de nous, mais ils veulent pas nous le montrer parce que, écoute, je suis pas comme ma mère, puis je suis pas comme mon père, puis je pense que c'est ça. Je pense que c'est pas parce que ta mère te demande de rentrer à 11 heures que tu vas te suicider. C'est un facteur de plein de petites choses, puis c'est un mal de vivre. C'est parce que je voudrais qu'on comprenne bien que c'est pas des enfants qui ont des gros problèmes qui se suicident, que c'est pas réservé à une classe de la société non plus. C'est partout. Il y en a, on a le plus haut taux de suicide au monde, au Québec. Entre 15 et 24 ans, il faut faire quelque chose. Alors donc, elle était un enfant normal. Normale, heureuse. C'est un enfant heureuse qui prenait des cours de théâtre, prenait des cours de danse, qui était vivante. À travers tout ça, qu'est-ce qu'il y a eu qu'elle a eu mal? Est-ce que c'est un échec à l'école? Est-ce que c'est une rentrée un soir, tu veux pas qu'elle rentre? Tu te poses des questions. Tu te dis pourquoi? Pourquoi la mienne? Pourquoi c'est pas celle du voisin? Mais c'est la tienne. Puis dans le cas de Geneviève, mais c'est un suicide dramatique. Alors, quand tu arrives chez toi puis qu'il y a des gens qui t'annoncent ça, tu l'acceptes pas. Et puis, tu as toute la gamme qu'on voyait dans la dramatique, Thérèse, qui refuse. La personne qu'elle veut, c'est son enfant. Mais Geneviève est un enfant normal. Faut pas oublier ça à la base. C'était pas un enfant révolté. C'était pas un enfant qui était hors des chantiers. Lui parles-tu? Oui, je lui parle. Je lui écris même. Tu lui écris? Oui, tu lui parles? Je lui parle et je lui écris à Geneviève. Puis je pense qu'elle m'aide beaucoup à travers sa mort. Je pense que c'est une nouvelle vie qui est là, puis il faut apprendre à vivre avec notre nouvelle vie. On réapprend à vivre, hein? On ne voit plus les choses. Parce que quand tu m'as téléphoné, tu as dit, j'aimerais ça aller venir à l'émission. Tu m'as dit, j'y ai parlé ce matin. Oui, bien, ce matin, ça fait 4 mois. Oui. Alors, c'est un coup de cœur, je pense. Ce matin, aujourd'hui, ça fait 4 mois. Oui, ça fait 4 mois aujourd'hui que je l'ai appris. Bon, son décès a été confirmé le 26 novembre. Puis, c'est un coup de cœur, je pense, finalement. Puis, c'est peut-être elle, comme dans la dramatique, mais c'est pas dramatique, moi, quand je lui parle, je pense. Je lui parle positivement. C'est sûr que moi aussi, j'ai passé par la gamme de « je te déteste », puis « je t'aime pas », puis tu m'as laissé tout seul. Puis c'est vrai. Puis après ça, je me suis dit non. Tu m'as laissé là pour que moi, je continue. Puis il faut que je continue, bon, à l'adolescence. Ce qui doit être dur, c'est de penser, les mères, en tout cas, là, on parlera à Richard tantôt, c'est que les mères, on donne la vie, puis cette vie-là, ils se l'enlèvent. Je pense que c'est ça qui doit être dur à prendre. C'est ça qui est le point de départ, je pense. Mais, Madeleine, toi, qu'est-ce que ça t'a fait, cette dramatique? Je suis morte avec lui, moi. Ce que je suis aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec ce que j'étais avant. Il y a combien de temps c'est arrivé? Ça va faire 3 ans cet été. Il avait quel âge? Il avait 16 ans. Il venait d'avoir 16 ans. Quelle sorte d'enfant c'était? Normal.
Non. C'est ça qui est si dramatique, c'est que c'était un enfant normal. Puis les gens qui le connaissaient, c'est ce qui leur fait si peur, tu sais, de... Je pense que c'est ça, en fait, qui empêche le monde d'en parler. C'est que ceux qui l'ont connu, ils se disent, bon, ben, ils savent que c'était pas un drogué, que c'était pas un enfant qui prenait de la boisson. Fait que ça leur fait peur, parce que ça suppose que n'importe qui peut... N'importe qui fait. Oui. Ça serait mieux si on pouvait faire un catalogue Oui. et mettre le méchant Dire, petit c'est juste garçon les ou mauvais le garçons. malade qui C'est se ça. suicide. Donc, il est dans son étiquette, il a son tiroir. C'est pas Puis c'est vrai. pas le nôtre, c'est pas vrai. Moi, avant qu'on ait l'autopsie, je rêvais presque qu'ils me disent qu'ils se droguaient. Tu sais, je me disais, je le savais, bon, je le sentais qu'ils se droguaient pas, mais j'aurais voulu. Il me semble que ça aurait été plus facile, en quelque part, de dire, bon, ben, il a fait ça parce qu'il était gelé. Plus excusable. Oui. C'est plus Ça excusable. aurait été comme... Tu as voulu ça aussi, Moi qu'elle aussi, soit à un moment donné, droguée. quand j'ai vu le rapport d'autopsie, j'ai voulu, dans le fond, ce que je voulais, c'est qu'on me dise, elle a pris quelque chose. C'est Un ça. somnifère ou une drogue, comme tu C'est ça. disais tantôt. Qu'il y a une Puis, raison. Oui, une raison. Puis là, il n'y en a pas. Alors, c'est comme une lettre. Ça m'avait laissé une lettre. J'ai toujours... non, pas de lettre. Alors, mais si ça m'avait laissé 2 pages, on aurait voulu peut-être ça. C'est ça. Oui, exactement. Fait que ça On m'aurait a pas donné jamais encore ma réponse, je pense. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans ton cas? C'est, Il s'est tiré une balle, il s'est suicidé par une arme à feu. c'est violent, ça aussi. Oui, je pense que les garçons prennent Des des remarques qu'il y a des filles aussi, là, je dis Oui, pas des que- moyens violents, oui. violents. Ils se donnent pas de chance de revenir. Étais-tu dans la maison? Dans la piscine. Dans la piscine, on était, moi et ma fille. Le plus jeune était à l'extérieur, là, il n'était pas à la maison. Mais on ne l'a pas découvert tout de suite. Nous autres, de la manière que c'est arrivé, on était dans un quartier neuf, on venait d'aménager, ça faisait 2 ans, puis il y avait 2 maisons, une maison chaque côté, qui était en construction. Fait qu'il y avait les bruits de la construction, les marteaux. J'ai entendu le coup de feu, parce que je sortais de l'eau quand j'ai entendu le coup de feu, mais j'ai pas réalisé que c'était ça. Après, le soir, quand on l'a trouvé, là, j'ai réalisé que c'était ça, mais sur le coup, non. J'ai mis ça sur le dos de la construction qu'il y avait alentour. Puis, on l'a trouvé à l'heure du souper. C'est ma fille qui l'a trouvé. Est-ce qu'il avait laissé une note? Un mot sur le mur, il avait écrit Je vous aime, puis je veux pas que personne se sente coupable. Pascal. Puis il avait mis 2 Mais buts. comment ne pas se sentir coupable? Moi, je suis parent. On doit faire toute la culpabilité du monde. Je l'ai trop aimé, je l'ai pas assez aimé, j'ai trop donné de permission, j'ai pas assez donné de permission. Il n'y a pas de C'est fait. comme un film qui arrête pas. Qui arrête Ça jamais. arrête. Toi aussi, tu le vois encore? Oh oui, ben oui. Tu En y m'en parles? venant, c'est ça. Ginette me demandait tantôt comment tu te sens. J'ai dit, j'ai été nerveuse depuis que je sais que je vais venir ici. Puis j'ai dit, en m'en venant, c'est comme s'il était entré en moi. Ouais. Puis j'ai dit, c'est pour lui que je suis là, puis c'est pour que ça arrête d'arriver. C'est ça. C'est pour ça que j'accepte de témoigner. C'est pour qu'il y ait que les parents se réveillent, puis que les enfants se réveillent, qu'on apprenne à se parler des vraies choses, pas juste la... Tu sais, dans la dramatique, elle dit on parle pas à un enfant de suicide à 15 ans, je pense. C'est qu'il pas faut vrai. C'est faux. en parler. C'est faux. Il faut en parler. Est-ce qu'il t'avait donné des signes? Est-ce qu'il y avait des petits signes qui Oui, étaient malheureux? aujourd'hui, oui, mais dans le temps, parce que moi non plus, j'étais pas sensibilisée à ça. J'en ai connu des personnes qui sont suicidées, mais on n'en a jamais parlé. Puis encore, on n'en parle pas aujourd'hui. Puis même de Pascal. Pascal, il y a très peu de gens qui acceptent de nous parler de Pascal. Parce que dès qu'on dit Pascal, c'est comme s'il y avait un froid glacial qui passait, puis on parle d'autre chose, on se met à parler de... Les gens ne savent pas quoi dire, alors que vous avez tant besoin d'en parler. parler. Est-ce que toi, c'est ton... Bon, toi, c'est ton fils. fils. Toi, c'est ton frère. Oui. Et c'est difficile. Comme Oui. tu l'aimais. Ben, mon frère, c'était mon idole. J'aurais aimé ça être comme lui, même encore aujourd'hui. C'est super dur à en parler, mais il faut que le monde... Il faut pas que ce soit juste les enfants qui en parlent à leurs parents. Il faudrait que les parents, ils préviennent les coups avant que ça l'arrive. Que ce soit une table, même si leurs enfants, ils ne parlent pas de suicide, même s'ils sont heureux, même s'ils ont de l'argent, c'est pas l'argent qui amène le bonheur dans un foyer. Je pense que les parents ils devraient s'asseoir puis en parler.
à leurs enfants. Mais comment parler de ça? Dire quoi? Qu'est-ce que tu suggères? Dire as-tu le goût de mourir? Ou quand un enfant dit, je vais partir ou je vais vous débarrasser, dire, as-tu Où tu l'intention? vas aller? Où tu vas aller? As-tu l'intention de... C'est où ton voyage? Parce que moi, Serge, il disait, moi, un jour, je vais aller rester loin. Lui voulait aller rester en peut-être République dominicaine, ou je sais pas où, là, mais il disait, je vais aller rester bien loin. Puis vous me verrez pas souvent. Il disait ça. Puis là, ben, nous autres, on le prenait au sérieux. Tu sais, on disait, bon, c'est le fun. Tu sais, il rêve de voyager. Mais son voyage, ça a été tragique, lui aussi. Une mort violente par train. Lui aussi, c'est Comme... sur un rail. Oui, c'est violent, oui. Ouais, c'est très violent. Puis... il avait quel âge? 21 ans. 21 ans. Pas de problème, un enfant normal. Tout à fait normal aussi. Renfermé. Les cancers, c'est renfermé, là, les signes. Mais ben normal, comment je pourrais dire? Je peux pas l'expliquer parce qu'il était unique. Hein? Je pense qu'ils sont tous uniques. Mais chaque personne. Ouais, c'est ça. Fait... Mais il n'avait pas fait de mauvais coups. C'était pas un enfant déprimé. Non. Non. C'était pas un gars déprimé, justement. Est-ce qu'il a laissé un... Pas de mots. Pas un mot, rien. Pas de mots. Quand l'autopsie non plus, il n'avait rien pris. Pas de drogue. Il n'avait rien pris non plus. Puis... c'est ça, nous autres aussi, on souhaitait quasiment, parce que tu dis, au moins, tu peux te raccrocher à ça, tu peux dire, ben, s'il aurait pris de la cocaïne, du hashish ou n'importe quoi, on pourrait dire, ben, c'est la faute, c'est ça. Peut-être à jeun, il l'aurait pas fait. Mais... J'ai voulu beaucoup montrer ceux qui restent, comme c'est difficile pour ceux qui restent. Toi, Richard, tu es un père, c'est ton fils qui s'est tué, il avait quel âge? Il avait 18 ans. 18 ans. Moi, c'est moi qui l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, il était dans le garage avant de travailler. C'est arrivé dans l'après-midi aussi. C'est un peu comme toi. Ma fille était à la maison. Elle a entendu du bruit, mais elle n'a pas... C'est un coup de fusil aussi. Elle n'a pas pensé que ça pouvait être ça. Elle a pensé que c'était quelque chose qui était tombé dans le garage, tout simplement. C'est toi qui l'as trouvé? Oui, je l'ai trouvé. Donc, ça fait quand même un gros choc quand tu trouves ton fils à terre. Disons que lui, quand même, Stéphane, il avait quand même des problèmes. Il y avait des problèmes de drogue. Ben, nous autres, on ne savait pas exactement jusqu'où il allait, tu sais. Mais ma fille savait où est-ce qu'on était rendu avec tout ça, tu sais. Puis elle lui disait, écoute, Stéphane, essaye de diminuer un peu, tu sais. Il était bien influençable. Lui, ben, je sais pas, on dirait qu'il aurait voulu vivre à 200 000 à l'heure tout le temps. Puis, je pense que c'était pas un mauvais garçon, c'était un bon petit gars pour nous autres, il était toujours bon. Des fois, c'est sûr qu'il faisait des mauvais coups, c'était pas un ange. Même son surnom, il se faisait appeler Petit Bonne, tu sais. Mais il y avait tellement, je sais pas, d'amour à donner qu'on dirait que pour lui, il n'y avait pas de côté mauvais. Tu sais, il n'y avait pas de mauvaises choses. Il était toujours avec toutes sortes d'amis. Il y avait des très bons amis, comme il pouvait en avoir des moins bons aussi. Tu sais. Mais tout ce qu'il faisait, quand même, il ne le faisait pas parce qu'il n'aimait pas. Tu sais, il le faisait quand même par amour. Pour nous autres, en tout cas, c'était quand même une... Bon, j'ai montré un homme qui pleure pas. J'ai montré un homme qui retarde son deuil, qui refuse d'admettre et puis qui pleure pas. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que les hommes sont pas très portés à être braves? Oui. Hein? Ouais, au début, ça a été un peu cette attitude-là parce que c'est ça, on essaye en tant qu'homme quand même à porter le pack-sac, tu sais. Fait que je me suis senti un petit peu comme ça. Puis, disons que Diane, mon épouse, avait quand même bien de la difficulté, tu sais. Puis, C'est-tu pour moi, c'est ça, c'est-tu pour soutenir la femme qui braille? Vous vous dites, il y en a assez d'une qui braille ici, tu veux dire, si je me mets à brailler, ça... Pas nécessairement, mais je sais pas. Oui et non. On dirait qu'en tant qu'homme, on a... disons une responsabilité. Une responsabilité, oui, mais on a été élevé aussi comme ça. Moi, je me rappelle mon père, j'ai jamais vu broyer mon père.
Puis un homme doit être un homme, tu sais, puis on a toujours vécu de cette façon-là. Puis, Alors, donc, c'est la négation, c'est ne pas pleurer, c'est... Pas directement ça. Moi, dans mon cas, pleurer, c'est pas... j'ai pas honte d'une larme ou quelque chose comme ça, mais je sais pas, je me sentais un peu... dire, ben écoute, là, Diane a de la peine. Puis au début, j'essayais plutôt d'aider Diane à essayer de peut-être un peu oublier, parce que comme dans le dramatique, on voit à un moment donné le copain je me souviens plus de son nom, Thérèse, il essaye de dire, ben écoute, oublie ça, là, puis arrête un peu. C'est un petit peu, peut-être un petit peu ça que moi j'ai fait aussi à ce moment-là, tu sais. Mais dans le fond aussi, pour moi aussi, je voulais quand même peut-être aussi de l'oublier. Puis j'ai essayé de l'oublier de différentes manières. C'est sûr que la période d'après, à un moment donné, ben, on a été dans le bois. Je n'ai pas été à la chasse cette année-là. Disons que j'en avais assez eu. Mais disons que par après, en tout cas, disons que j'ai travaillé quand même assez fort. J'ai eu bien des réunions. Alors, tu as essayé d'oublier. Une façon. Disons, après, je me suis rendu compte que c'était ça, parce que un bout de temps, ben, je disais, ça, c'est la faute, parce que j'ai beaucoup de travail. Puis, c'est vrai, j'avais quand même beaucoup de travail, mais disons que je me libérais là-dedans. Okay. Par contre, le soir, j'arrivais chez moi, puis là, c'est des périodes à un moment donné où est-ce qu'on dort pas, là, puis tu penses à ça, puis c'est quoi ça, tu vas faire. Deuil. Puis... Le deuil. Tantôt, il va y avoir une ligne ouverte, préparez-vous, vous pouvez poser des questions. J'ai 2 intervenantes, j'ai une psychologue qui travaille à Suicide Action. Et ça fait combien d'années? Ça fait longtemps. Et tu travailles en recherche aussi, et sur le suicide et le deuil, surtout le deuil. Et il y a aussi Ginette qui est là, qui est une intervenante à Suicide Action, mais soit c'est ton mari qui s'est suicidé. Oui, mon mari s'est suicidé et j'avais besoin d'aide après. Et j'ai pris moi-même les groupes à Suicide Action et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à revivre. Et j'ai réalisé que toutes les questions que je me posais, tous les pourquoi, enfin, je ne pouvais pas trouver la réponse à tous ces pourquoi-là parce que la seule personne qui pouvait me donner la réponse, elle n'était plus là. Mais en quelque part, je pense que c'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai accepté puis que j'ai fait mon deuil. Et j'ai eu envie de m'impliquer auprès des gens qui vivent la même souffrance, auprès des gens qui vivent ce que j'ai vécu, parce que c'est extrêmement pénible, difficile. On est déséquilibré, démoli. On a l'impression parfois qu'on va devenir folle ou fou, selon le cas. On a le goût de mourir. On a le goût de mourir aussi. On y pense aussi au suicide. Vous y avez pensé, toi, au suicide? Oui. Oui. Oui, hein? Ouais. Oui. La douleur est trop intense. Arrêtez d'avoir mal. Oui, Arrêtez d'avoir mal. Qu'est-ce que ça... Oui, Ça, c'est la douleur. Et souvent, les gens qui vivent le deuil ils disent, ben moi, je souffre au moins autant que la personne que j'ai aimée qui s'est suicidée. Et si elle a choisi ça comme moyen, ça apparaît comme un moyen pour arrêter la souffrance. Si j'ai fait dans la dramatique que le frère, c'est que ça arrive qu'un des membres de la famille se suicide après parce qu'il souffre beaucoup. Exactement. Et c'est quoi le pire? C'est pas connaître la réponse. C'est quoi? Qu'est-ce qui est le pire? L'absence. Hein? L'absence. C'est l'absence. Le vide. J'ai essayé de me rappeler cette semaine ce que j'ai ressenti en voyant Pascal. La première fois, là, la première image que j'en ai eue de lui mort. Puis, c'est quand j'ai touché son bras, il était déjà froid. Puis, son froid est entré en moi, puis ça a duré des mois, puis des mois. J'avais froid. Cet été-là, il a fait chaud. Je me souviens qu'il faisait très, très chaud, mais à l'intérieur, j'avais froid. J'étais glacée, j'étais plus là. À un moment donné, Gaétan m'avait dit, mon mari, ça fait peut-être 10, 11, 12 mois après, je me rappelle pas. Il avait dit, toi, t'es chanceuse, t'as perdu que Pascal. Il dit, nous autres, on t'a perdu les deux. Parce que j'étais plus là. Je faisais
l'ordinaire de la maison. Je semblais être là, mais je n'étais plus là. Capable d'aimer. Non, Plus capable il n'y avait d'aimer. plus de place pour Donc, rien. quand elle dit il n'y a plus de place, quand Pour il n'y a rien, plus de place c'est pour vrai. l'amour, c'est ça. Il C'est vrai. n'y a plus de place pour la vie sexuelle, il n'y a plus Rien. de place pour rien. Parce que, bon, la différence, tu sais, quand tu perds un enfant par la maladie ou un accident automobile, c'est quelque chose de l'extérieur qui vient. C'est Là, pas lui qui choisit. de C'est mourir. ça. Là, c'est lui qui a choisi de s'enlever la vie que vous lui avez donnée en tant que parent. C'est ça qui est difficile. Ben, c'est sûr, quand tu donnes la vie à quelqu'un, tu as l'impression. Puis chronologiquement, dans le temps, c'est pas normal, comme elle dit, que ton enfant meurt avant toi, puis qu'il s'enlève la vie. Alors, moi, c'était ça aussi, chronologiquement. Pourquoi elle est morte avant moi? Puis je me suis posé les mêmes questions qu'elle. J'ai dit, ça se peut pas. Pourquoi Geneviève t'as fait ça? Tu sais, pourquoi? Puis ce jour, le gros point d'interrogation, moi, en tout cas, ça me semblait comme ça, un gros point d'interrogation qui me revenait. Puis il me revient encore, c'est récent quand même, puis il me revient encore des fois. Puis il faut que, bon, à cause... J'ai été chercher de l'aide, par contre. J'ai été une semaine après, chez Suicide Action, quelqu'un m'a référé. J'étais allée en chercher de l'aide. Mais j'ai encore des points d'interrogation où j'ai des révoltes en dedans. Puis je dis, oh. Mais par contre, j'ai peut-être le réflexe qu'elle n'a pas eu dans la dramatique d'appeler. Et avec Monique. Bon, Monique, On espère que beaucoup de gens qui souffrent, parce qu'il y en a beaucoup, et même des tentatives de suicide, il y en a énormément, qu'ils demandent de l'aide. Il y a de l'aide à Québec aussi. Presque dans toutes les villes maintenant au Québec, il y a des centres de prévention de suicide qui offrent des services aux personnes suicidaires, aux endeuillés. Et les numéros de téléphone sont souvent très largement diffusés. Il ne faut pas hésiter. Est-ce que toi, quand tu parles, c'est ton frère. Est-ce que tu y reparles encore? Est-ce que il est présent encore en toi? Oui. Je vais tout le temps être là. C'est ma vie. C'est ta vie. Serge, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Chez nous, j'ai la voie ferrée qui passe à ma fenêtre de cuisine. Puis quand je pense à lui, le train passe. Olivier, mon fils de 3 ans, il me fait tout le temps rappeler Serge, à tous les jours. Il me fait rappeler mon frère. Puis il va tout le temps être présent. Puis je vais tout le temps l'aimer comme je l'aimais. Puis il vieillira jamais, lui. Il va tout le temps être beau. Il n'aura pas le temps de... Je sais pas, mais... Je sais pas comment je peux vous expliquer, là, parce que c'est dur à expliquer qu'est-ce que tu peux ressentir en tant que sœur, même en tant que parent, sûrement. C'est comme... tu donnerais ta vie, tu donnerais plus que ta vie pour aller leur chercher. Pour que lui vienne sur la terre puis qu'il vienne aider. Parce que maintenant qu'il est décédé, je pense qu'il nous aide encore plus que quand il était vivant. Moi et mon frère Daniel, le plus vieux, on s'est pas tout le temps bien entendus. On avait tout le temps plein de conflits. C'est comme ça arrive. Hugo puis son frère. Oui. Moi puis Daniel, c'est pareil. Ouais. C'est pareil, mais le plus vieux. Puis Serge, c'est comme quand il est décédé, il est venu apaiser l'atmosphère. On s'entend. Mettons, on chicane. Le lendemain, il m'appelle. Je m'excuse. Je t'aime, Martine. Moi aussi, je t'aime. On est capable de se le dire maintenant. Ça l'a pris. As-tu eu le goût d'aller leur rejoindre? Oui, j'ai eu le goût d'aller leur rejoindre. Maintenant, non. Maintenant, non. Ça veut pas dire que le mois prochain, j'aurai pas le goût. Je pense que c'est des phases qui reviennent tout le temps. Je pense que ça va tout le temps revenir. Moi, dans ma vie présente, là, ça va tout le temps. Tu vis la révolte, ça lâche, tu tombes d'une autre phase. La révolte, elle peut revenir dans ton deuil. Mais je pense que pour penser au suicide, je pense que tu peux revenir à ça. Pourquoi Richard t'a accepté de venir? Qu'est-ce que tu veux donner comme message aux gens? Disons, comme message, c'est que je pense que tout le monde est quand même... faut vivre notre deuil. Tout le monde est capable de s'en sortir, mais disons, chacun son rythme. Puis, je pense que quand même, on a besoin d'être aidés. Nous autres, on a été quand même, mon épouse et moi, on a suivi la session à Suicide Action. Ça nous a énormément aidés. Pour moi, pour ma part, possiblement que j'en aurais peut-être pas parlé du suicide, je n'aurais pas été là. Puis, j'aurais peut-être continué à travailler et à trouver toutes sortes de raisons pour pas en parler, peut-être. Puis, je me suis rendu compte qu'en en parler, même, que je me libérais, que je me faisais du bien, puis que ça m'aidait. Moi, je dis toujours que je m'exorcise quand je parle. Je pense que c'est... Quelle est la réaction des voisins, des gens autour de vous?
Ben, je pense qu'on en parlait en dehors des ondes. Je pense que les gens ont un petit peu peur de demander comment, est-ce que ça va bien? Tu sais, on posait la question, ça se peut pas que ça aille bien, elle a perdu son enfant, tu sais, c'est récent. Ben ça peut, le soleil se lève pour nous autres aussi, puis je pense qu'il faut le regarder avec des yeux encore, je pense qu'on le regarde avec des yeux différents. Puis j'ai appris ça, moi, que depuis 4 mois, les gens, c'est quand toi tu vas, il faut que tu ailles à l'avant aussi, dire comment ça va, puis là, elle va dire, comment ça va, toi, tu sais, là, comment tu prends ça? Ça vous fait du bien d'en parler? Ben oui, en tout cas, moi, dans mon cas, oui. Oui, vous avez besoin d'en parler? Oui. Est-ce que les gens veulent vous en parler? Pas tout le monde. Pas tout le monde? Non. Ça dépend des gens. Oui. Oui. Je pense que si les gens sentent qu'on en parle librement puis qu'on est à l'aise pour en parler, c'est incroyable l'ouverture qu'on peut leur donner. Parce qu'ils n'osent pas nous en parler. Ils ont peur de réveiller toute la peine qu'on a eue, de nous voir pleurer, puis ils ne sauront pas quoi dire. Les mots manquent. Et je pense qu'en quelque part, c'est tout à fait normal. Oui. Oui. Étienne, son ami, à Thérèse, il lui dit, c'est correct avoir de la peine. Mais oui. C'est correct oui, avoir oui, de la mais peine. oui. Mais les gens ne savent pas. Ils vous disent, ça va passer. Et puis ils vous disent, la vie est belle. Puis tu vas Ça finir fait par... 6 mois, il est temps que tu t'en Ouais. remettes. Il est temps que tu t'en remettes. Mais Il y a beaucoup de pression quand même. Sans le temps. Parce que moi, j'avais une de mes tantes, un coup, j'ai appelé ma tante, puis j'ai dit, tu savais comment je suis malheureuse, comment j'ai de la peine. Elle me répond, ben là, il va falloir que tu continues, la vie continue, puis prends. Tu sais, faut que tu continues. Comme ça. Ça faisait ça faisait 1 mois à peine que mon frère était décédé, elle me répond. Ben, il faut que tu continues, Martine, là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais ça, on est conscient que la vie continue. Oui. On en est conscient, mais C'est qu'on veut en on se parler. retrouve à un moment donné, puis on dit, Vous avez l'absence n'est plus là. Il Ouais. n'est plus là. Ouais. Vous avez besoin d'en parler. Un grand besoin. Oui, énorme. D'être Oui. écouté. On Je a pense qu'on besoin n'en de- parle pas assez. On a besoin de support, on a besoin de sentir que les gens sont avec nous autres. Tu sais. Moi, je me rappelle quand Stéphane est décédé, quand je suis revenu au travail. Je sais pas, quand je suis rentré au bureau, en tout cas dans la cantine, ce matin-là, c'est comme si j'avais rentré dans un frigidaire. En tout cas, je me suis senti là, glacé. Là. J'avais senti que, je sais pas, mais tous les gars me regardaient, tu sais, puis je me sentais, en tout cas... Quelqu'un qui avait le sida. Oui, un peu. J'ai senti ça, moi, Ouais. Oui. Qui a compris les idées. J'étais au bureau en haut, puis c'était un petit peu la même chose. Je sentais quand même que les gens sympathisent avec toi, mais ils ne sont pas capables de te parler. tu sais. Puis, cette journée-là, de toute façon, la première journée, j'ai retourné dans mon bureau, puis j'ai pleuré toute la journée dans mon bureau. C'était ça, ma première journée de travail. Après ça, disons qu'on s'y fait. Donc, à un moment donné, tu dis, on va essayer d'oublier ça, on va essayer de travailler, puis on va essayer mais c'est pas toujours évident. À un moment donné, ça revient quand même. Il y a toujours des symptômes. C'est quoi, Monique, c'est quoi cette douleur-là qui est très de la part des parents qui ont perdu un enfant? C'est la culpabilité? C'est tout. C'est la culpabilité, c'est le sentiment de colère aussi, on le voyait chez Thérèse, d'échec, le sentiment d'impuissance aussi. Et certainement que un des rôles des parents, c'est un rôle de protection, de protéger nos enfants. Et depuis qu'ils sont tout petits, on les protège, on les embrasse quand ils ont mal. Et là, c'est l'échec de ne pas avoir pu protéger. Protéger d'une souffrance aussi douloureuse que celle-là. Il y a beaucoup de parents, c'est ça, il y a beaucoup de parents qui disent, non seulement je n'ai pas pu protéger, mais je n'avais même pas vu qu'ils souffraient à ce point-là. Et souvent, les jeunes souffrent beaucoup et souffrent en secret, souffrent en silence. Et je pense que ça contribue beaucoup à la peine, à la douleur. Pas avoir deviné que cet enfant-là souffrait. Il y a une phrase qui dit, c'est que il n'a pas voulu mourir. Il a juste voulu arrêter La souffrance. La souffrance. Oui, ça, je crois, oui. Ça, vous le comprenez? C'est ça. C'est à partir de ce moment-là, moi, quand j'ai compris ça, que je lui ai pardonné. Quand j'ai réalisé que c'était pas mourir qu'il avait voulu. Il avait voulu arrêter sa souffrance. Puis quand moi, j'ai compris ça, j'ai pu lui pardonner après. Parce qu'avant, tu y en voulais? Je lui en voulais terriblement. Je disais, tu n'avais pas le droit de me faire ça. Je t'aimais. Pourquoi tu m'as fait ça? C'est De me ça. laisser là comme ça. Oui, de m'abandonner, de me...
J'aurais une question à poser à Monique. Pourquoi prendre des moyens aussi dramatiques, aussi drastiques, aussi forts? Tu sais, je veux dire, bon, Geneviève, une voie ferrée, bon, un arme. Tu sais, ils savent qu'il n'y a pas de retour, il y a un non-retour là, qui va se... Ils sont conscients, en tout cas. Merci. Je ne sais pas s'ils sont conscients. Là. Oui. Pourquoi? On va répondre, puis après, on prendra les appels. En fait, pourquoi les moyens aussi forts? Évidemment, c'est sûr que les gens qui se suicident utilisent des moyens violents. Ceux qui utilisent des moyens moins violents se ratent et ça sonne en tentative de suicide plutôt qu'en suicide réussi, en suicide complété. Mais souvent, les suicides complétés, c'est des suicides où il y a eu des méthodes assez violentes. On va prendre des téléphones quand on revient. En concevant chaque détail. Des difficultés qui sont normales avec les autres enfants. C'est sûr que les autres enfants vont se trouver délaissés quand le père ou la mère sont dans une douleur épouvantable. Est-ce que tu as d'autres enfants, Lise? Oui, j'ai une Nathalie qui est plus vieille. Qui est plus vieille? Qui est très, très forte en passant, Ouais. qui vient souvent me chercher, moi. Ouais. Quand j'ai dit au début, c'est de ma faute. Ma faute, c'est les morts. Je me disais, c'est moi qui n'a pas laissé sa vie. Je l'ai trop aimé, ce qu'on dit tantôt, je l'ai trop couvé. Non, maman, c'est pas de ta faute, puis c'est pas de ta faute si Geneviève est partie. C'est pas la faute de personne, c'est elle qui avait mal. Un peu comme dans le dramatique. Oui, j'ai c'est ça. exactement. Bon, c'est ça m'a pris au cœur parce que je me disais, Nathalie est comme ça. Je veux dire, elle le vit, elle se dit, bon, Geneviève, elle a fait un choix. C'est son choix. C'est pas personne qui choisit ça. Mais ça prend du temps. T'es vite si tu penses ça tout de suite. Pas moi, Nathalie. Pas toi. Ouais. Parce que Monique, tu me dis que ça prend beaucoup de temps à accepter tout ça. C'est quoi du temps? C'est 1 an? C'est 2 ans? Ça dépend des gens. Mais ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans même, dépendamment des gens. Mais souvent, les gens ont l'impression qu'après 6 mois, s'ils ne sont pas revenus comme avant, ils sont fous. Il y a quelque chose qui ne marche pas, ils sont anormaux. Et des fois, c'est un peu le message qu'ils ont de leur entourage. Et ça met beaucoup de pression, alors que c'est un deuil assez récent quand ça fait 6 mois. Quand elle se choque, Thérèse, puis qu'elle dit vous êtes tous là à me dire que ça va passer, qu'il faut vivre, tu sais, je peux pas vivre, il est mort. C'est Alors, elle veut dire, ça prend du temps, il faut du temps pour guérir. Et c'est choquant aussi se le faire dire. Tu vas voir, c'est le temps qui va arranger les choses. C'est choquant se faire dire, Madeleine, oui. C'est choquant. Alors, il y a déjà des téléphones. On va prendre un téléphone. Vous nous direz à qui vous voulez parler. OK? Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Moi, ça s'adresse un peu à tout le monde. J'ai une fille de 15 ans qui est dépressive. Et puis, j'ai été voir le médecin avec elle. Puis ça, on a essayé de parler. Puis, elle veut pas. Elle dit que non, il n'y a pas de problème avec rien. C'est nous autres qui s'en fait. Sauf que dans la réalité, elle est comme ça régulièrement. Fait qu'on se demande, bon, c'est bien beau vouloir en parler. Si on y a affaire d'aller voir un psychologue, tout ça. On n'en veut pas d'aide. Qu'est-ce qu'on fait? Et Monique? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un ne veut pas parler? Je pense qu'il n'y a pas... je pense qu'il faut réessayer. Réessayer de différentes façons, de différentes manières, à différents moments, dans différents lieux, peut-être. Avec différentes personnes, peut-être? Oui, avec différentes personnes, oui. Est-ce que ça se peut, moi, je vais poser une question à Monique, est-ce qu'on peut faire ça, dire à quelqu'un qui dit, de ces phrases là, que les enfants ont, là, tu sais, quand je parle des enfants, là, 15, 16, 17 ans, je vais m'en aller. Est-ce qu'on peut demander, est-ce que tu penses à te suicider? Est-ce qu'on peut demander ça? D'ailleurs, il faudrait. Il faudrait qu'on est toujours ça. inconfortable et j'imagine que comme parent, ça doit être très difficile de poser ça à son enfant. Mais il faudrait le demander parce qu'un enfant qui dit « je vais m'en aller » ou un adulte qui le dit, c'est quelqu'un qui ouvre une porte. Et souvent, la personne souhaite qu'on lui pose cette question-là. Mais clairement. Oui, clairement. Et plus on la pose clairement, plus la réponse risque d'être claire. Et plus ce qu'on envoie comme message à l'autre aussi, c'est de dire, ben, tu vois, je suis capable de le poser clairement, je suis capable de mettre les mots sur ce que c'est, donc je vais être capable d'écouter la souffrance. Mais c'est difficile pour une mère. On essaie de répondre à votre question, madame, là. C'est difficile pour une mère de poser cette question-là, de peur d'avoir la réponse. Absolument. On a juste peur d'avoir la réponse. On a comme peur de leur faire penser au cas où il y a la
pas pensé. Oui. Bon, ça, OK. madame, tout le monde pense ça et tout le monde dit, mais je suis pas pour lui demander ça, ça va lui mettre l'idée dans la tête. Alors qu'on ne mettra jamais cette idée-là dans la tête. En fait, ce que vous allez faire, vous allez lui donner la permission d'en parler, tout simplement. Et si votre fille vous dit, mais non, j'y pense pas, vous allez être rassuré, vous allez pouvoir bien dormir. C'est une bonne occasion pour lui dire, mais je t'aime, puis je voudrais pas que ça t'arrive. Puis si elle y pense, elle va vous le dire, bien à ce moment-là, vous allez dire, bien ensemble, là, il faut faire quelque chose, c'est sérieux. Et ensemble, on va aller chercher de l'aide. Puis si après même fois, elle refuse tout le temps, tu sais, c'est ça qui est le problème. Mais je pense pas, madame, qu'elle vous refuse si vous y allez directement en disant est-ce que tu penses au suicide? Il va falloir qu'elle dise un oui ou un non, là. Mais c'est sûr que ça se peut qu'elle dise non la première fois. C'est pas évident qu'elle va dire oui à la première question que sa mère va lui poser. C'est de y reposer la question à plusieurs reprises. Parce que c'est pas évident, c'est pas facile d'avouer à sa mère, oui, j'ai le goût de me suicider, je suis tannée. C'est pas évident d'avouer ça. Parce que derrière, là, est-ce que tu penses au suicide, il y a toujours la question, parle-moi de ce qui te fait mal. Donc, si la personne hésite à répondre, puis on lui dit, mais parle-moi de ce qui te fait mal, de ce qui te blesse tellement en dedans, ça ouvre une porte. Et après avoir jasé un peu, si on repose la question une autre fois, peut-être qu'elle va répondre. Auriez-vous peur, madame, de lui poser la question? Je pense que oui. Parce que Ça fait peur aussi. La première fois qu'on le dit, c'est terrible. Hein? Oui. Mais je pense qu'en quelque part, ça vient. Bon, Ginette, ici, là, depuis 6 ans, tu es avec des groupes de personnes qui ont perdu des enfants par le suicide. Oui. Est-ce qu'ils s'en viennent à comprendre qu'il aurait fallu qu'ils en parlent, qu'il faut en parler? Oui, je crois qu'au bout d'un certain temps, on réalise que l'importance d'en parler et d'en parler très clairement et d'utiliser le mot suicide, de ne pas avoir peur. Et j'ai remarqué dans la dramatique, d'ailleurs, que très souvent, au tout début, on n'utilisait pas le mot suicide. Ça fait peur. Ça fait peur, puis c'est normal. Ça, je le conçois, je le comprends. Mais ce sont les premières fois qu'on dit ça, qui sont les pires. Ce que vous apportez là, comme argument que j'ai peur de lui donner l'idée, ça, c'est exactement comme le même argument. Je parle à ma fille la pilule, j'ai peur que ça lui donne l'envie de coucher avec des garçons. On ne peut pas parler des préservatifs, ça va leur donner le goût de coucher. Et c'est prouvé que c'est complètement faux. Au contraire, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Il faut que vous soyez convaincus de ça. Hein? Faut que vous convainquiez de ça, que ça ne la fera pas penser à suicider, ça n'a pas le goût de se suicider. C'est que pour avoir une réponse franche, il faut parler franchement. Il faut que tu poses une question franchement. C'est peut-être nous autres, dans le fond, qui se fait des peurs avec ça. C'est ça. Mais pour pas vous faire des peurs, la meilleure façon d'arrêter de vous faire des peurs, c'est de demander. Et en tout cas, je pense qu'on est tous là autour de la table à vous encourager, à le faire. À demander, est-ce que tu penses au suicide? Puis si elle dit oui, on essaie d'aller un peu plus loin. Pourquoi? C'est là les pourquoi. Comment? Comment? Oui. Est-ce que tu as planifié? Est-ce que tu penses à quelque chose, à un moyen? Quel moyen tu as pensé? Quand aussi? Aller vérifier quand? Ça, ce sont des choses importantes aussi, hein, Monique? Alors, mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant si elle lui dit oui, j'ai pensé, ça va être samedi, oui, je veux me tirer une balle? Qu'est-ce que la mère dit après? Je pense que c'est de continuer à parler avec l'enfant, essayer de sortir. Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Et moi, je veux pas. Moi, je t'aime, moi, je veux pas que tu te suicides. Et je pense qu'on peut se positionner. Comme adulte, comme parent, comme éducateur, comme intervenant, je pense qu'on a à se positionner et dire, moi, je veux pas parce que je t'aime. Et on va tout faire ensemble. Mais vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, les jeunes s'en demandent beaucoup? Dans le sens qu'il faut qu'ils soient perfectionnistes à l'école, dans leurs amours, dans n'importe quoi. Mais quelque part, c'est beau des fois vouloir les aider, de leur dire, ben non, bon, t'as des bonnes notes à l'école, ou ça va, non, moi j'en veux un peu plus, ou faut que ça marche un peu mieux que mon chum, faut que, tu sais, je trouve qu'ils s'en demandent tellement. Le milieu social est... Mais je pense que c'est très, très important ce qui se dit en ce moment. C'est ça, la prévention. La prévention du suicide des jeunes, c'est leur demander quand ils ont mal,
leur demander, est-ce que tu penses au suicide? Leur demander de parler de leur souffrance. Comme dit Monique, se positionner, je le répète parce que c'est tellement important, se positionner en disant, moi, je veux pas ça, moi, je t'aime et je veux pas que tu te suicides, on va tout faire, ensemble, veux-tu qu'on aille voir quelqu'un ensemble, veux-tu qu'on fasse quelque chose ensemble? D'accord? OK, je vous remercie beaucoup. Merci, merci. Ah, c'était un téléphone extraordinaire, puisqu'on voulait parler de prévention, puis on vient d'en parler. C'est la plus grande façon de prévenir. On prend un autre appel tout de suite. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Annie. J'ai 22 ans. Il y a un mois, le 4 février exactement, j'ai perdu mon frère. Il s'est suicidé. Puis j'ai beaucoup de difficultés à l'accepter, puis même que je veux même aller le rejoindre. Ce que je demande, c'est de l'aide ou des ressources où je pourrais aller. Suicide Action. Tu téléphones lundi, tu vas téléphoner à Radio-Québec, on va te donner l'adresse. Tu peux appeler maintenant? Vous pouvez appeler maintenant Suicide Action, attends vos téléphones. Tu peux appeler tout de suite. OK. OK? Suicide Action, c'est quoi le numéro? 723 4000. 723 4000. 723 4000. Puis, tous ceux qui ont des idées suicidaires en ce moment, vous pouvez appeler Suicide Action. Il y a des gens qui sont là pour recevoir vos appels. Vous allez être aidés dans votre souffrance. Mais pas juste ça. Qu'est-ce qui doit faire mal aussi, c'est justement la serre délaissée, sûrement par les parents. Hein? Parce que les parents, oui, d'une certaine façon, ils délaissent. C'est d'en parler à ta mère aussi, à tes parents, à celle que tu es le plus proche avec. Tu as connu ça, toi? C'est d'en parler. Moi, ma mère, on est bien proches. On est 2 amis. Mais un moment donné, on s'est bien éloignés quand Serge est décédé. Parce que tu cherches un coupable, puis moi, ça a été ma mère. Ça a été ma mère. J'ai mis ma mère coupable sans vouloir la mettre coupable. Oui, ça t'arrangeait de trouver un coupable, enfin. Oui. Puis, mais c'est d'en parler, tu sais, de le dire à ta mère aussi, d'en parler à ta mère, parce que ta mère, c'est là qu'elle va s'asseoir avec toi, puis qu'elle va vouloir en parler. C'est là qu'elle va prendre conscience que toi aussi, tu es malheureuse, puis que tu as mal, puis que tu veux partir, puis elle ne voudra pas que tu partes, ta mère. Comme ton entourage ne voudra pas que tu partes. Parle-en à ta mère, en tout cas. Et tu peux téléphoner tout de suite à Suicide Action. OK? Merci beaucoup. On va prendre un autre appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Premièrement, je vais vous dire que je vous adore, tous les programmes que vous faites. Merci. Moi, la question que j'ai à vous poser ce soir, je suis du Saguenay-Lac-Saint-Jean de Jonquière. Pour être plus exact, ici, on a beaucoup de taux de suicide. Puis, qu'est-ce que j'ai à demander ce soir, c'est est-ce que les jeunes ne prennent pas une forme de chantage? Parce que ici, là, on a des jeunes, il y a 2 garçons de 11 ans et 13 ans qui se sont suicidés suite à des punitions de parents qui ont été dans leur chambre et se sont pendus dans leur chambre. Moi, mon garçon a 10 ans et demi. Et ça a déjà arrivé que je l'ai envoyé dans sa chambre et lui, en montant, il m'a dit tout simplement, je vais aller me suicider dans ma chambre. À ce moment-là, est-ce que je le prends au sérieux ou qu'est-ce que je fais là? Monique va vous répondre. Bon, c'est un problème. C'est revenu à chaque fois qu'on a montré. Lundi, on a montré la dramatique en public et ça a été posé comme question, le chantage, la manipulation de certains jeunes. Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant nous dit « je vais aller me suicider » ? C'est excessivement difficile de se retrouver dans une relation de manipulation avec quelqu'un qui manipule au niveau du suicide. Mais il faut se dire aussi, quand quelqu'un est rendu à manipuler avec sa vie, c'est parce que certainement qu'il y a quelque chose qui va pas. Un enfant de 10 ans qui dit « bon, tu me mets en punition, je vais aller me suicider », je pense que on pourrait, en tout cas, c'est une suggestion, là, je ne sais pas si ça pourrait marcher, mais tout simplement en discuter. Est-ce que c'est vrai, ce que tu me dis là? Est-ce que tu penses ça pour vrai? Et est-ce que tu te rends compte aussi de ce que ça veut dire quand tu me dis ça? Tu n'y seras plus là, la semaine prochaine. Oui, puis des fois, les enfants ne se rendent pas compte de la portée de ce qu'ils disent. Et je pense que la première chose à faire, ce serait de les brasser un peu pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils viennent de dire. Et si c'est quelqu'un qui se rend compte de ce qu'il vient de dire et qui le maintient, moi, en tout cas, je vous conseillerais fortement de consulter.
avec un jeune... Moi, mon fils a fait quand même 2 tentatives avant de suicide, mais la première, il s'est quand même taillé avec un homme de rasoir, les deux premières, c'est-à-dire. Puis, la première, on a pensé tout simplement que c'était de la manipulation. Puis, on a quand même consulté, on est allé voir quand même un psychologue en enfance. Puis, c'est sûr que Stéphane ne voulait pas ce moment-là. Puis, il faut quand même persévérer, je pense, à consulter. Puis la deuxième fois, c'est arrivé encore la même chose, mais là, il s'est taillé encore 2 fois plus parce que c'était plus grave. Puis, je comprends un petit peu la question de la madame, là. Puis, on sent quand même, face à ça, on sent que nos enfants essayent de nous manipuler, mais souvent, il y a un cri d'alarme en arrière de ça, des fois qu'on ne voit pas tout le temps. Puis, la deuxième fois, quand on est arrivé à l'hôpital, Stéphane s'est tout taillé, ma femme m'avait appelé, j'étais au travail, je suis allé la rejoindre à l'hôpital. Puis, là, à ce moment-là, le médecin il avait dit, il faut que vous rencontriez un psychologue avec, sans faute, toute la quête. On était allés, mais disons que lui, il ne voulait pas. Tu sais. C'est nous autres, en fin de compte, il s'est ramassé chez le psychologue, puis lui, il continuait son petit bonheur. Parce qu'un enfant qui dit « je vais me suicider », c'est pas vrai que... Il y a un adage qui dit « il dit, il le fera pas ». Ce n'est pas vrai. Ils finissent par le faire. Parce que d'ailleurs, la plupart des gens qui l'ont dit l'ont fait. Bon, OK. Donc, c'est pas vrai que les gens qu'ils disent le font pas. Il faut prendre ça au sérieux et toute menace suicidaire, il faut prendre ça au sérieux. Mais comme dit Richard, et je suis entièrement d'accord avec ce que dit Richard, c'est aussi une façon de crier au secours. C'est aussi une façon qu'ont les enfants ou les jeunes dans leur façon un peu malhabile de dire il y a quelque chose qui va pas. Évidemment, s'ils étaient capables de s'asseoir avec nous et de dire, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai cerné le problème, et c'est ça le problème, ils le feraient. Mais ce ne seraient pas des adolescents. Mais ce ne seraient pas des adolescents. C'est ça. Donc, c'est une façon de dire, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut toujours prendre au sérieux les menaces de suicide. Et toujours. C'est un cri d'alarme, c'est un haut secours. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, je vous remercie beaucoup, mais en plus, je peux vous dire que on s'en est parlé les parents autour. Puis je suis pas la seule à qui les enfants, je veux dire, font ce genre de réflexion-là lorsqu'on les punit. Plusieurs enfants de son âge, là, des parents, on s'en parle. Puis à un moment donné, on s'est assis avec les enfants. Puis on a l'impression, nous autres, que c'est toujours un refus de punition avec les enfants. C'est sûr qu'on leur en parle. On peut pas laisser ça comme ça. Là. On leur en parle. Mais c'est toujours, à chaque fois là, que je l'envoie réfléchir dans sa chambre, il me dit la même réflexion. Qu'est-ce qu'on fait, Monique, avec ça? Et vous, est-ce que vous avez consulté quelqu'un? Non, j'ai pas consulté. Simplement, comme je vous dis, là, j'ai parlé à des parents autour, là, à peu près du même âge du mien. Puis, ça a été la même chose pour les autres aussi. Leurs enfants leur fait la même réflexion à chaque fois qu'ils sont punis pour, disons, ou bien un refus d'une sortie, un genre comme ça, là. Bon, c'est correct, tu m'aimes pas, je vais me suicider. Oui, mais je pense qu'il y a des enfants qui le prennent plus au sérieux. Il peut faire comme ses amis, mais peut-être que lui, en dedans de lui, oui, il pense au suicide. Il y a son petit ami à l'autre côté, à l'autre porte voisine, peut-être que lui, il pense pas, mais qu'il fait du chantage. On ne sait pas. On ne sait pas c'est qui fait le chantage, puis qui que c'est vrai. Oui, sûrement que oui. Mais c'est tellement grave, la mort d'un enfant par le suicide, qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Non, du tout. C'est tellement grave. Vous avez ici des personnes qui ont eu des enfants qui se sont suicidés, c'est tellement grave qu'il n'y a pas de chance à prendre. Non. Même si c'est un chantage, bien, ce sera un chantage, puis ça finira là. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut ne plus punir. Non. Et ça ne veut pas dire que les parents ne doivent plus jouer le rôle de parents. Non. Par exemple, ce que ça veut dire, c'est de s'asseoir avec cet enfant-là et d'essayer de voir avec lui qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'à travers ça, il est en train de dire, bien, moi, je ne veux pas être puni, mais je veux passer du temps avec quelqu'un? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à travers ça? Et c'est un peu ça qu'il faut décoder. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je parlais de consultation, pas parce qu'il y a nécessairement des gens qui sont malades, mais des fois, avec l'aide de quelqu'un d'autre, on parvient à décoder mieux
ce qu'un ou l'autre essaye de dire. Et des fois, dans les familles, pour une raison ou pour une autre, on ne vient pas toujours à bout de décoder ce que l'autre veut dire. Je pense qu'il ne faut pas juste donner de l'argent ou c'est l'amour. Moi, Pascal me demandait souvent, viens donc jouer avec des jeux de société, ces choses-là. Je disais, j'aime pas ça, je suis mal à l'aise là-dedans, j'aime pas ça. Puis le plus jeune aujourd'hui, il y a 12 ans, puis quand il me dit, ben ça te tente-tu de jouer aux cartes, ben, je m'assois, puis on s'assoit les quatre ensemble, parce qu'il me reste 2 enfants, puis mon mari. On s'assoit les 4 ensemble, puis on joue aux cartes. On a du temps pour eux autres. Puis Sébastien, maintenant, il est rendu à 12 ans. Il avait 9 ans quand c'est arrivé. Puis il est capable de parler avec nous. Puis on en parle du suicide. On parle de Pascal aussi. On parle de comment il était, comment il serait s'il était resté. Il faut leur donner du temps. Vous parlez du suicide comme d'une possibilité aussi. Puisqu'il l'a fait. Il y a un enfant qui l'a fait, on peut en parler, comme si ça arrive, c'est pas quelque chose de caché. Puis c'est pas une... Moi, en tout cas, ce que j'essaie de montrer à mes enfants, c'est que c'est pas la solution. Il y en a d'autres solutions. Moi, quand Pascal est décédé, j'ai pensé que... C'est vrai que j'étais morte avec lui, mais j'ai pensé que j'aurais plus jamais d'autre vie. Puis c'est pas vrai, ça. Il y a toujours... Il y a un moment donné, tu te lèves et tu te dis, je vais survivre. Puis la vie que je vis aujourd'hui, c'est un cadeau inestimable que j'ai. Pascal, en partant, il m'a laissé ça. Le goût de vivre, puis le goût d'aimer. J'aime la vie comme je ne l'ai jamais aimée. Ouais, mais on la voit plus de la même façon. Plus de la même façon, c'est vrai. Alors, pour répondre à votre question, Monique, tu suggères qu'elle prenne au sérieux ces menaces-là. Oui, prendre au sérieux puis essayer de décoder ce que ça veut dire. Quand un enfant dit, mais je vais me suicider si tu me punis, mais qu'est-ce qu'il veut dire à travers ça? Évidemment, puis là, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas punir, qu'il ne faut pas avoir un rôle parental, mais de quelle peine ou de quelle détresse, de quel manque il est en train de parler à ce moment-là. Et qui n'est pas nécessairement la faute des parents. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est jeune à 10 ans et demi, par contre. Oui, c'est... Merci beaucoup, madame. J'espère qu'on a répondu à votre question. Oui, merci et continuez, on vous aime. Merci, merci. On va prendre un autre téléphone. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, j'appelle parce que j'ai un fils de 10 ans. Et puis, disons que l'été dernier, ça a commencé, il faut que je commence par le début dans les grandes lignes, il se dévalorisait beaucoup. Puis, je comprends pas le pourquoi, parce que moi, je l'ai jamais dévalorisé, jamais dans mes mots ou dans mes actes, mais c'est un enfant qui se dévalorisait beaucoup. Il passait son temps à dire qu'il était un bon à rien, puis qu'il n'arrivait jamais à rien. Même dans ses travaux scolaires, il vivait beaucoup d'échecs. Et puis, l'été dernier, ben, c'était pire qu'une crise de colère. C'était vraiment intérieur ce qu'il m'a fait. Et puis, il m'a lancé comme ça qu'il voulait se tuer. Alors, je l'ai beaucoup entouré. Et puis, il faut dire que c'est un enfant qui a vécu des choses difficiles jeune. Puis, c'est un enfant qui a tendance à tout absorber, qui s'exprime très peu. Puis moi, ce que je trouve de terrible dans ça, c'est que je voudrais le rejoindre, puis j'arrive pas à le rejoindre. Il s'isole. Dès qu'il vit quelque chose de difficile, il s'isole. Et puis, je suis pas capable d'arriver à le faire exprimer ce qu'il ressent. Puis moi, ça m'inquiète beaucoup parce que j'ai perdu un frère qui s'est suicidé. Puis, disons que je suis plus vigilante sur ces choses-là. Qu'est-ce que c'est votre question? J'aimerais savoir comment faire pour arriver à le rejoindre quand il veut pas parler. Comment on fait quand quelqu'un s'isole comme ça et puis se renferme? Je le sens que tout le mal est là chez lui. S'il pouvait extérioriser ce qu'il ressent, il n'y aurait pas de pensée comme ça. Parce qu'il me l'a dit encore dernièrement, des fois, il pense à se tuer. Je trouve que pour un enfant de 10 ans, c'est insensé de dire des choses comme ça. Il me semble que la vie est tellement belle. Oui, j'imagine que ça doit être très difficile aussi pour vous. Beaucoup. Écoutez, moi, je pense, en tout cas, dans la situation que vous décrivez, qu'il n'y aurait pas une phrase magique à ce moment-ci là, à dire à votre fils. Et je ne crois pas qu'il y aurait une solution. Certainement que c'est un enfant qui vit certains problèmes qui ne sont pas nécessairement à cause de vous, mais qui sont peut-être personnels à lui. Est-ce que vous avez essayé de consulter, de l'amener, d'aller voir quelqu'un avec lui?
Il veut pas y aller. Vous savez, à ces âges-là, à 10 ans, ça résonne pas comme 14, Non, 15, 16 non, ans. non. Ça. Mais est-ce que vous lui, je sais pas, est-ce que malgré ça, est-ce que vous avez l'impression que si vous prenez rendez-vous et vous y allez avec lui, même s'il est plus ou moins d'accord... Je suis certaine qu'il va se renfermer, puis il va rentrer dans sa coquille, puis il n'y aura pas moyen de faire sortir. Mais moi, vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer. Et même aller consulter vous pour savoir comment comment l'aider. Oui, oui. Mais je pense que des fois aussi, les parents, si quand tes parents se confient à toi, qui te content un problème, même si ça serait juste une petite affaire, une petite niaiserie peut-être que lui puisse serait porté à se confier. Je ne sais pas s'il se confie à vous ou si vous confiez à lui, mais juste là, le fait d'idée que vous avez confiance en lui, là, que vous lui comptez juste un petit bobo que vous avez, que lui, ça pourrait être gros pour lui, peut-être qu'il serait porté à se confier. Je lui parle beaucoup. Je lui confie pas tout, mais je lui parle. On se parle. Il parle beaucoup de choses banales. Mais dans ce qui ressent, lui, il vit ça seul, puis il s'isole. Puis moi, je sais, parce que j'ai beaucoup cherché après la mort de mon frère, puis on dit que quand on se suicide comme ça, c'est parce qu'on sent pas l'amour des autres. On n'est pas capable de la capter, pas plus qu'on est capable finalement d'en donner. Alors, je me dis, à quelque part, il me capte pas. Puis ça, je sais que ça vient pas de moi. Seulement, je lui ai donné la vie, puis je me disais, la vie, c'est tellement beau à 10 ans. J'ai eu 10 ans, moi. Je me dis, c'est pas possible qu'il puisse penser à des choses comme ça. Il y a des tas de choses à découvrir. Il y a toute la vie devant lui. Oui, mais ça, c'est un raisonnement d'adulte, ça. Les peines, quand on est petit, c'est des peines énormes. Une peine d'amour à 10 ans, ça nous semble ridicule quand on est grand, mais pour eux autres qui la vivent, c'est énorme. Une punition injuste, c'est énorme. Toutes les peines sont énormes. Et il dit dans la dramatique, tout est, quand on est jeune, tout est noir ou tout est blanc. Il n'y a pas de gris. Tout ça, c'est des drames épouvantables. Perdre un chat, c'est un drame, tu sais. Mais certainement que pour un parent, et c'est peut-être ça que vous vouliez dire, que quand on regarde un enfant de 10 ans, on se dit, il devrait être heureux, il devrait avoir une vie heureuse, sans souci. Et c'est probablement difficile de comprendre comment ça se fait qu'à 10 ans, ils peuvent vivre déjà avec plein de douleurs et de souffrances. Moi, écoutez, je pense que dans ce que vous décrivez, madame, il n'y a pas de solution simple. Puis je pense que vous cernez bien, en tout cas, qu'il y a quelque chose chez votre enfant. Il y a comme une sensibilité chez votre enfant que lui souffre plus que la moyenne des enfants. Puis je pense que c'est ce que vous venez de décrire. Moi, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de recette, ou de mots, là. Mais consultez, faites-vous aider. Faites-vous aider. Trouvez, ça peut être par un professionnel, mais peut-être des fois par des associations dans votre région, dans votre quartier, par des parents visiteurs. Essayez de vous faire aider, de trouver une aide pour vous et pour votre fils. Est-ce qu'à Suicide Action, il n'y a pas une aide c'est pas votre cas, là. Vous donnez de l'aide aux parents d'enfants suicidaires? Oui. Aux parents qui vivent avec aux parents, mais à n'importe qui vivent avec quelqu'un de suicidaire, parce que c'est très épuisant de vivre avec quelqu'un de suicidaire. Je vais me renseigner. Je vous remercie beaucoup. J'ai pris le numéro de Suicide Action, puis je vais chercher dans mon quartier. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On va prendre un autre appel. C'est tout. Vous avez des téléphones extraordinaires qui nous font avancer. Oui, un autre appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, j'appelle j'ai un enfant de 7 ans et demi qui, il n'y a pas longtemps, m'a dit comme ça, tout bonnement, en jasant, qu'il voulait mourir. Je trouve ça très, très jeune. Puis, ça me fait peur. J'ai eu de la difficulté à parler avec, parce que, premièrement, c'est un chèque qui, pour moi, j'ai de la misère à parler de la mort. C'est quelque chose qui me fait peur personnellement. Donc, ça me paraît aussi difficile d'en parler à un enfant. Alors, je me demande, premièrement, comment on peut parler de ça à un enfant de 7 ans et demi. Puis, en plus de ça, quand il ne sait même pas vraiment ce qu'il suicide encore, là. Puis, aussi, c'est quoi les signes? On parle souvent qu'il y a des signes avant-coureurs qu'on peut voir. Puis moi, je me dis, sachant que tous les enfants, on dit tantôt, ce qui ressortait, c'est que les enfants qui se suicident sont des enfants normaux. Ils n'ont pas nécessairement plus de problèmes que les autres. C'est plus leur manière de dealer avec ces problèmes-là qui est peut-être bon. Alors, je me dis, comment on peut faire pour voir ces signes-là? Puis comment on peut parler à un enfant de 7 ans quand il nous dit ça? Ça me questionne beaucoup. Veux-tu répondre à ça?
Bien, c'est pas facile, je pense. 7 ans, un peu, ça revient aussi à tout ce que Monique a raconté pour la personne avant. Et il y a peut-être quelque chose que je pensais tantôt qui serait bon de vérifier. Peut-être que l'enfant ne peut pas nous parler à nous parce qu'on est la mère, parce qu'on est le père. Mais peut-être vérifier si l'enfant est capable de parler, par exemple, s'il y a un bon copain, une bonne copine, que ce soit un adulte ou un enfant de son âge. Ce serait peut-être intéressant de regarder avec lui, de vérifier s'il est capable d'en parler. 7 ans et demi, Monique, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire à part consulter aussi, comme tu as dit tantôt. Les signes, ce serait toutes sortes de comportements inhabituels. Comme tous les signes qu'on a donnés dans le party, là. Oui. Oui. Donc, des comportements inhabituels, un enfant qui donne des objets, un enfant qui dit « je vais partir en voyage », mais aussi un enfant qui s'isole. À cet âge-là, il peut avoir des problèmes au niveau de l'alimentation, un changement important au niveau de l'alimentation, mange beaucoup, arrête de manger, des problèmes au niveau du sommeil, des problèmes d'attention, de concentration, une chute au niveau des résultats scolaires. Donc, tout ça, ce serait des indications qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, est-ce que c'est nécessairement un problème suicidaire? On ne sait pas encore, mais c'est quand même une indication qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me demandais, est-ce que ça peut être aussi le fait, bon, qu'il commence à comprendre ce qu'est la mort aussi? Bon, il commence à saisir plus que c'est. Est-ce que ça peut être aussi, bon... Est-ce qu'il y a eu un décès dans la famille? Dans cette affirmation-là de dire « je veux mourir ». Tu sais, il a quand même l'air relativement heureux, cet enfant-là. Bon, je pense... J'ai vérifié parce qu'il m'a dit, bon, ça va pas à l'école. J'ai vérifié à l'école. Bon, apparemment, tout va bien, d'après les professeurs. Ça, je me demande aussi si ça peut... Est-ce que ça peut être ça? Est-ce qu'il y a eu un décès dans la famille? Est-ce qu'il y a eu un décès près de lui ou quelque chose qui l'aurait... Non, sauf qu'il y a peut-être 1 an, vers 6 ans, quand il a commencé, bon, l'école, il me questionnait beaucoup à savoir, bon, mourir, c'était quoi, tout ça. Puis bon, souvent, un enfant va nous poser des questions, puis 1 an plus tard, il y a des choses qui ressortent. Donc, je me dis, est-ce que c'est un âge où il s'interroge beaucoup à ce niveau-là? Est-ce que ça peut... Est-ce que c'est simplement des questions d'enfants? Ça m'inquiète, là. Je me dis, ça se peut que lui soit préoccupé par ça, mais je pense que la meilleure chose, ce serait peut-être que vous vous assoyiez avec lui et que vous lui posiez toutes ces questions-là. Oui, toutes les questions que vous nous posez. Oui. Est-ce que tu es préoccupé par la mort? Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que... Lui en parler? Oui. Mais le réflexe, évidemment, c'est toujours la même chose. Le réflexe, c'est de dire, je ne peux pas y en parler, en tout cas, que j'apprenne des choses. Oui. Il est trop petit. Mais là, on se rend compte que, que les enfants parlent de la mort de plus en plus jeunes. On est rendu à 7 ans. Tantôt, c'était 10 ans et demi, 11 ans. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Hein? Oui. Alors, merci. J'espère qu'on répond à votre question. Oui, on n'a pas de réponse miracle. On prend un autre appel tout de suite. Madame Bertrand, les enfants qui sont intrigués par la mort, c'est-tu nécessairement des enfants qui veulent mourir? Non, pas nécessairement. Peut-être que c'est quelque chose d'inconnu pour eux autres. Oui. Hein? Puis il y a un âge aussi à laquelle ils sont plus intéressés au niveau cognitif. Peut-être même quand ils n'en ont pas eu. Puis ils ne savent pas trop qu'est-ce que c'est. Son petit ami à l'école, il a perdu son grand-père. Oui, des choses comme ça, Il y a des livres dans des bibliothèques pour des enfants de cet âge-là. Oui, qui parlent de la mort. Oui, c'est des livres avec des dessins qu'ils peuvent lire facilement. OK, on prend un autre appel tout de suite. Oui, bonsoir. Bonsoir, Mme Bertrand. J'aimerais d'abord vous dire merci pour les programmes que vous faites. Je pense que ça aide beaucoup de parents. Merci. Deuxièmement, ma question, moi, c'est quand la jeune fille de Lise, votre invitée, s'est suicidée au mois de novembre. Oui. J'ai 2 garçons, un de 8 ans et un de 10 ans. Je leur ai fait lire l'article, donc pour avoir leur idée, pour savoir ce qu'eux en pensaient. Puis à cause de ça, je me suis fait blâmer. Moi, c'était ma façon d'ouvrir le sujet, puis d'avoir comme une idée de ce qui pouvait leur trotter dans la tête. Et puis moi, je me suis fait blâmer à cause de ça, parce que je me suis fait dire, on n'a pas un enfant de 8 ans, pas un enfant de 10 ans, c'est beaucoup trop jeune. Moi, j'aimerais savoir ce que Monique en pense. Monique, qu'est-ce que tu en penses? Elle a parlé, à la mort de la fille de Lise, elle a parlé, elle en a profité pour parler à ses 2 enfants du suicide. Et puis, il y a des gens autour d'elle qui ont dit que c'était pas correct de faire ça. Elle veut savoir ce que tu en penses. Moi, je pense que si vous avez une bonne relation avec eux, c'est toujours le temps.
C'est sûr que ça nous semble un peu particulier de parler de la mort ou du suicide à des enfants comme ça parce que, comme adultes, on a l'impression qu'ils ne sont pas préoccupés par ça ou ils ne pensent pas. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Ils sont très préoccupés. Et toutes les études démontrent que même au niveau du secondaire, même au niveau du primaire, dernière année du primaire, les enfants sont préoccupés par ça et c'est entre eux qui se confient les idées suicidaires. Donc, des fois, on pense que on va leur en parler du suicide et que ça va être la première fois qu'ils vont en entendre parler puis qu'ils vont tomber sur le dos. Quand c'est l'inverse, souvent, entre eux, ils se confient, ils se disent des choses qui nous surprendraient si on savait. Donc, moi, je trouve pas que du tout que c'est... Surtout, ça leur donne pas l'idée. Quelqu'un qui n'a pas le goût de se suicider, il ne se suicide pas parce qu'il en entend parler. Au contraire, ça ouvre la porte et ça dit aux enfants, si jamais un jour ça vous arrivait d'y penser, bien, venez m'en parler, je vais être capable d'entendre ça. Monique, bon, là, ce soir, je vais profiter pour dire aux parents, vous avez la belle occasion, demain soir, de regarder avec vos enfants la dramatique et de dire, si jamais tu as le goût d'en parler, je suis là, je vais t'écouter. Si jamais ça te prend l'idée de vouloir mourir, je vais t'écouter. Quelle belle occasion d'ouvrir la conversation avec les parents. Oui, ça fonctionne. Il y a des gens ici qui ça disent, fonctionne. Oui, ça fonctionne. Oui, définitivement. Qu'est-ce qui fonctionne? D'en parler, le jeune a le goût, une fois qu'on lui a envoyé le message que s'il avait envie de s'y penser au suicide, qu'on était là, qu'il ne se gêne pas pour en parler, il vient nous voir ou elle vient nous voir pour nous en parler. Ça fonctionne vraiment. Ils le savent qu'on est là et qu'on est disponible pour écouter, réceptif à tout ce qu'ils peuvent vivre, leur souffrance, tout ça. Et ça va vraiment, c'est étonnant même. Mais en tant que parent, je pense qu'il faut qu'on revise un peu nos positions, là, tu sais, de grimpage d'un rideau, là, tu sais, dès que nos enfants nous... Et c'est sûr qu'ils nous en parlent pas parce que la maman va pleurer, maman va crier, maman va m'engueuler, maman va me punir. Alors, c'est pour ça, là, qu'ils parlent pas. Mais si on leur dit d'avance, si jamais t'as le goût de mourir, viens m'en parler, puis on en discutera ensemble. En fait, c'est de dire, si jamais ça te fait de la peine et ça te fait mal et tu souffres au point où tu penses au suicide, viens m'en parler. Parce que c'est ça le message. C'est parle-moi de ta peine, parle-moi de ta souffrance, puis en parlant, peut-être qu'on va finir par trouver des solutions. Il faudrait que les enfants soient aussi à l'aise de parler de suicide avec leurs parents comme ils peuvent parler de rêves qu'ils ont fait hier au soir. Parce que le suicide aujourd'hui, ben on peut pas se le cacher, hein, c'est dans la vie de tous les jours de tout le monde, de n'importe où. Puis ce serait d'en parler comme n'importe quoi, un sujet à table où c'est aux parents de s'ouvrir aussi. Mais moi aussi, j'en ai parlé avec ma plus vieille à un moment donné parce qu'elle avait peur que je meure, moi aussi, comme on disait tantôt. Puis moi, j'ai posé la même question. Tu pensais que moi aussi, j'avais peur que tu veuilles partir, puis que je me retrouve, bon, tout seul ou bon, peu importe, là, mais j'ai peur, moi aussi. Puis je pense que ça a un autre soupape qui s'est ouvert, qui a fait, ah, toi aussi, t'as peur. Mais oui, moi aussi, j'ai peur que tu peurs. C'est ça. Je veux pas te perdre, je t'aime. T'es tout ce qui me reste. T'es mon port d'attache, puis c'est important de dire à nos enfants vivants, je veux pas te perdre. Il y a un autre téléphone. Merci beaucoup, madame. Oui, un autre téléphone. Il reste peu de temps. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Yves. J'ai 34 ans. Oui. Et puis, c'est juste un commentaire ou une réflexion. À l'âge de 17 ans, j'ai essayé de me suicider. Et puis, j'ai regardé votre émission. Puis, moi, je voulais juste dire que quand j'étais dans cette période-là, j'avais un cri du cœur, un cri de désespoir. Et puis, c'est comme si mes parents ne m'entendaient pas ou percevaient pas mon cri. Et puis, je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui doivent vivre ça. Mais j'ai une réflexion à dire aux parents là-dedans. C'est que tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis, il ne faut jamais abandonner. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de pères qui doivent réformer, changer leur façon d'être. Parce que il y a beaucoup de fils ou de filles, surtout les enfants gars, là, qui crient parce qu'ils manquent d'identité. Les pères sont peu présents. Et puis, juste comme là, c'est juste des mères qui appellent surtout. Puis, moi, ce soir, ce que je veux surtout dire, c'est que les pères se sentent concernés par leur enfant.
qu'ils s'impliquent, qu'ils soient présents auprès d'eux, parce qu'ils ont besoin énormément dans cette période-là de sécurité, d'identité, un besoin d'acceptation, qu'ils soient présents, qu'ils soient là quand eux autres ils en ont besoin, quand eux autres le demandent. Ça semble peut-être des fois, c'est dur à parler, là. Je revis ça dans mon cœur. J'ai vu cette émission-là, puis j'ai revu ça. Je me disais, qu'est-ce que je pourrais bien leur dire? Parce qu'on est tellement envahi par une déception. Des fois, on a de trop grandes attentes à cet âge-là, quand on est adolescent. Oui. Et puis là, on vit la vie à chaque jour, puis on devient comme déçu. On nous fait des promesses, puis on les tient pas. Puis c'est pas pour culpabiliser les gens qui sont à votre table, mais c'est vraiment pour dire, allez chercher de l'aide des parents. Soyez concernés par ce qu'on dit de vos enfants. Ce que les enfants expriment, ça a beaucoup d'importance. Vous êtes leur idole. Ils regardent à vous. Il faut être une belle image. C'est sûr qu'on peut pas être parfait, mais il faut aller au-delà de nos peurs, au-delà de nos barrières. Il faut, tant qu'il y a de la vie, quand on entend un cri du cœur comme ça qui veut se suicider, je pense qu'il faut aller au-delà de nos peurs, au-delà de nos barrières. Merci beaucoup de ton témoignage. Merci de ton conseil. C'est vrai que c'est un cri d'alarme. Il faut cesser de penser que c'est du chantage. Ça peut l'être, mais qu'est-ce que ça fait si c'est du chantage? Qu'est-ce que ça fait? C'est faux pour celui qu'on prendra au sérieux et qui ne le fera plus. Est-ce qu'on a le temps de prendre un autre appel? Oui, un autre appel en vitesse. Il reste 2 minutes. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, l'an dernier, j'ai perdu une fille de 12 ans. Elle s'est enlevée de la vie. À 12 ans? Oui. Puis parle un petit peu plus fort, veux-tu? Je voudrais savoir comment on fait pour arriver à s'enlever la culpabilité de ça. Comment faire pour s'enlever la culpabilité? Le temps. Madeleine, c'est le temps. Ça prend des années. Madeleine dit que ça prend des années. Toutes les intervenants disent ça, que ça prend des années. Mais c'est ça. C'est ça. Je détestais me faire dire ça, mais c'est ça. On a eu ça, se faire dire ça, parce qu'on y arrive. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais on y arrive. Comme on apprend à survivre, puis même plus que ça, on apprend à revivre. Mais on y arrive. T'as mis combien de temps, Madeleine? Je travaille encore. C'est pas, je pense que ce sera jamais fini. Ou en tout cas, vraiment fini. Ginette, c'est ton mari, ça t'a pris combien de temps? Moi, je dirais environ 2 ans, mais c'est pas comme à trancher au couteau. Et ça dépend de notre rythme. Chacun fonctionne à son propre rythme. Mais j'aurais envie d'ajouter quelque chose, madame. Bon, j'ai perdu le fil. Là. On parlait de temps tantôt. Mais aussi, il faut bien comprendre que la personne, ou que ce soit un jeune ou un adulte, il est responsable de lui-même. Ça a l'air drôle de dire ça quand on parle d'un enfant, mais on n'est pas responsable. Il a souffert, il souffrait beaucoup. Pour quelle raison, on ne le sait pas, mais c'est sa décision. Et aussi, je pense, pour s'enlever un peu de culpabilité, je regarderais beaucoup, il n'y a pas de parents parfaits comme il n'y a pas d'enfants parfaits. Il ne faut jamais perdre ça de vue. On fait notre possible avec ce qu'on a au moment où on le fait. Et de ça, il ne faut jamais le perdre de vue, sinon on se détruit avec ce sentiment. Et Hugo, c'est qui a tué Hugo? C'est Hugo qui a tué Hugo. C'est personne d'autre. C'est dur à comprendre et à accepter. Puis des fois, le fait de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu la même chose et d'en parler, ça aide un peu. Donc, peut-être qu'on peut encourager madame à téléphoner ce soir. Vous pouvez appeler tout de suite si vous voulez à Suicide Action. Et à Québec, il y a un autre centre de prévention. Il y a d'autres centres de prévention un peu partout dans la province. Merci beaucoup. Je vous remercie d'être venu. Je pense que c'était important. Oui, c'est important. C'est important. C'est la fin des avec un grand A. Il y en aura peut-être d'autres l'année prochaine. Déjà, il y en a eu 4. Merci d'avoir été là. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu.